Cette semaine, un retour sur l'investissement immobilier. On va parler de comment gagner sa vie en menant des partenariats au niveau du multilogement. Donc, toujours fidèle au poste, je m'appelle Nicolas Riche, je suis PDG de la MREX. Toi, mon acolyte? Kevin Pepin, conseiller à la MREX et investisseur immobilier. Donc, Yeah! effectivement, Nick, gagner sa vie grâce au partenariat, Ouais. c'est nouveau, ça. Il me semble qu'on n'entend pas souvent parler de ce Non, type non. de manière de fonctionner. Mais c'est très commun aux États-Unis. Moi, étant quelqu'un qui a beaucoup d'expérience du côté de nos voisins du Sud, c'est quelque chose de plus en plus que je veux apporter ici aux Québécois. Parce que on entend parler beaucoup depuis 20 ans de vivre rapidement de l'immobilier. Puis, tu sais, je pense que euh, au niveau des flips, les gens s'en vont beaucoup vers les flips pour être capable de vivre rapidement de l'immobilier. Il y a beaucoup de gens qui veulent lâcher leurs emplois ou qui veulent prendre une retraite un peu plus rapide grâce à l'immobilier. Puis on sait que les flips, bon, mais c'est un monde totalement différent du multilogement. C'est un monde très spéculatif, c'est un monde de construction beaucoup. C'est un monde beaucoup risqué. Ensuite, si on veut vivre rapidement du multilogement, la réalité, c'est que ça prend bien du cash. Si tu n'as pas au moins 1 million de dollars en ce moment Mm. à investir en multilogement, il y a des bonnes chances que ça va être difficile de vivre de l'immobilier rapidement. Puis quand on parle de rapidement, on parle de, mettons, d'ici 2 3 ans. Je dis pas que ça se fait pas. Je dis pas que si t'es vraiment agressif puis que tu as des connaissances très, très poussées, que ça se fait pas de trouver des deals par-dessus deals, par-dessus deals. Mais on parle du 0,1 là, tu sais, puis c'est... J'aime pas ça, moi, aider les gens à planifier leur carrière basée sur 0,1 %. C'est comme les entrepreneurs qui se lancent des entreprises, puis que les autres, leur modèle, c'est Mark Zuckerberg. Mm. C'est pas que c'est pas bon d'avoir Mark Zuckerberg comme modèle, mais Mark Zuckerberg, c'est 0,1 %. Ça se peut que tu sois pas Mark Zuckerberg. Ça se peut que tu sois dans le 1 % ou dans le 10 %. Il va faire que ta vie va être extraordinaire pareil. Mais si ton barème, c'est le 0,1, ça se peut aussi que tu sois malheureux, puis tu prends des mauvaises décisions parce que tu essaies de trop pousser la note. Donc, vivre rapidement de l'immobilier multilogement, je pense que ça passe beaucoup plus par les partenariats, les co-investissements. Puis on va parler de quelques points euh, en profondeur. Donc, si tu n'as pas 1 million de cash, puis que tu veux vivre, puis que tu veux te générer finalement un salaire annuel de l'immobilier, la première chose qu'on peut faire, c'est on peut faire du bird dogging. Tu connais-tu le concept de bird dogging? Ben oui, le concept de bird dogging, c'est super intéressant. Donc, en fait, L'oiseau-chien. l'oiseau au chien, parce que justement, quand un loup alpha se fait détrôner de sa meute et qu'il Ouais, s'en va comme un loup solitaire, il n'est pas si loup solitaire que ça. ouais, Parce que si vous écoutez des documentaires, vous allez voir les loups solitaires souvent vont rencontrer c'est le corbeau. corbeau, ouais. Le corbeau. Ouais, Et ils vont s'allier les deux ensemble. Le corbeau va agir à titre justement d'oiseau qui va regarder s'il n'y a pas de gibier, qui va indiquer au loup où est-ce qu'il y a du gibier à attaquer. Et en échange, le loup, évidemment, lui, il attaque la proie qui est beaucoup plus grosse, que ouais, l'oiseau ne peut pas ouais. attaquer. Et il laisse du gibier à l'oiseau. À l'oiseau. Fait qu'il y a comme une coopération qui se fait. Il y a une coopération, puis ça vient de là, en fait, le bird dogging. Donc, Ouais, c'est vraiment d'être un chasseur de deals et de le redonner à des loups, si on veut, de l'immobilier, qui, eux, vont s'occuper ensuite de ça, de transiger la transaction. exact. Et en échange, vont vous donner une rémunération pour ça. Exact, exact. Là, arrête de taper sa table. Ah, parce que là, On va se faire, on parle de loups, là. on va C'est se ça faire que ça... chicaner. Là. Moi, plutôt, on est tellement expressif dans nos vidéos, ça paraît pas qu'on aime ce qu'on fait. Là. On est là puis on tape sa table. Là, puis je sais que le monde de son en ce moment sont en train de capoter. Là. Fait que là, arrête de taper sa table. Je Parce que t'appuie sur la table. sinon, je t'envoie le loup alpha. Je mets mes mains dans mes poches, là. C'est fini. Fait que le bird dogging, comment que ça peut fonctionner ultimement, c'est que pour réussir comme bird dogger, puis pour gagner ta vie en faisant ça, c'est faut que tu sois vraiment, vraiment bon dans la recherche d'opportunités, puis dans le développement de partenariats. Développement de partenariats, c'est-à-dire de développer des partenariats avec autant des courtiers immobiliers qui ont peut-être des pocket listings, des mandats de poche, des mandats privés, puis de développer un réseau avec des gens qui ont déjà des immeubles pour que le jour que ces gens-là pensent à liquider leurs actifs, à vendre leurs immeubles, mais toi, tu vas être une des premières personnes à le savoir. C'est pas nécessairement toi qui vas les acheter, mais tu vas pouvoir aller offrir ces immeubles-là à d'autres personnes. Puis là, à faire très attention, là. On ne parle pas de faire du courtage illégal. Non, 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 c'est pas du tout. On n'est pas là en disant Non. sois un genre de faux courtier. En fait,
Tu es un consultant, ta job, toi, c'est de la recherche puis de la prospection. Ah oui, puis ta rémunération, c'est pas le courtier qui t'a donné. Non, c'est clair. Ça C'est n'a clair. rien à voir avec le Wall-Street. clair. C'est vraiment des investisseurs qui, eux, c'était un coût de transaction, C'est ça. si on peut dire, parce que justement, tu leur as trouvé un deal. C'est ça. Et c'est d'avoir les habiletés de comprendre c'est quoi un deal. Ouais. D'avoir les habiletés de comprendre, bon, mais j'ai tel type d'investisseur, leur stratégie d'acquisition est X, et je dois m'attarder à tel type de marché pour trouver tel type de critères qui, eux, vont faire en sorte que ça va répondre à leurs besoins. C'est un peu comme, tu sais, les grosses sociétés immobilières, eux autres, ils ont des, mettons, on va dire logisticaux, eux autres, ils ont des employés, des salariés, que leur job, c'est de trouver des opportunités. On s'entend que les gens qui ont moins de 500 portes, ils n'ont pas nécessairement le budget pour mettre quelqu'un sur salaire à l'année pour faire ça. Fait que toi, ce que tu pourrais faire, les gens qui nous écoutent en ce moment, pourraient se partir une espèce de compagnie de consultation en recherche et développement. Puis ta job, c'est carrément, c'est de trouver des opportunités pour tous les investisseurs qui ont moins de 500 portes. Exact. Donc, d'être capable de développer le réseau, comme tu l'as mentionné, puis de trouver des deals, ça peut être une des formes, en fait, de vivre de l'immobilier Absolument. sans avoir nécessairement la mise de fonds pour le Absolument. faire. Parce qu'on dit souvent, c'est soit que tu as l'argent ou soit que tu as les connaissances. Exact, exact. Donc, puis quand je dis que tu as l'argent, tu as aussi le crédit. Là, ça ouais. vient tout ensemble. Ouais, ouais. Donc, si tu n'as pas nécessairement les liquidités dès le départ, mais que tu es capable d'acquérir les connaissances, bien, pourquoi pas utiliser ça comme levier pour pouvoir débuter dans l'immobilier. Puis ta paye comme Bird Dog, ben, tu sais, si tu as besoin de lâcher ton emploi puis que tu as besoin de générer de l'argent, ben, ta paye peut être monétaire, comme ta paye pourrait être également de l'équité dans la propriété. Ben oui, tout à fait. Donc, je pense que le bird dogging, c'est vraiment la manière la plus simple, la plus rapide et la plus réaliste pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui puis qui disent moi, je veux vraiment vivre rapidement l'immobilier, je veux pas attendre 10 ans, puis j'ai pas une grand-mère qui va décéder en me laissant un héritage d'1 million. Là. On n'a pas tout ça dans notre famille, je pense pas. Non, moi, j'ai pas ça. Toi, t'as ça? Non. Donc, ensuite, ça nous amène à une deuxième option qui est un peu semblable, mais qui est beaucoup plus technique. C'est plus technique, on rentre un peu plus... on doit être capable de maîtriser, la légalité derrière ça, le côté technicalité derrière ça, puis on doit également avoir un peu plus de fonds. Donc, on parle de céder des promesses d'achat, communément appelé flipper des promesses d'achat. Là où les gens doivent faire attention, fait que le concept de céder des promesses d'achat, c'est que tu vas plus loin que le Bird Dog. C'est que c'est vraiment toi qui fais des offres sur des immeubles. Tu vas geler des opportunités, tu vas geler un prix, tu vas même peut-être geler un type de financement. Exemple, tu réussis à faire une promesse d'achat sur un 12 logements qui vaut 1,2 million. Bien, tu as réussi à faire une promesse d'achat avec, dessus. Puis, tu as réussi à faire accepter une balance de prix de vente de 200 000. Ça devient un deal qui est intéressant. Même s'il ne se vend pas en bas de sa valeur marchande, bien, il y a quand même une balance de prix de vente, fait que ça devient intéressant. Et là, tu pourrais trouver d'autres investisseurs qui sont prêts à acheter, puis leur céder ta promesse d'achat en échange d'une rémunération comme consultant. Mais la technicalité derrière ça, il y en a plusieurs. Puis, tu sais, je ne suis pas avocat, puis on pourrait inviter justement des avocats dans les prochains épisodes, peut-être pour aller plus en profondeur, pour parler de la technicalité juridique derrière ça. Mais ultimement, il faut que tu aies l'intention, toi, d'acheter la propriété et donc, il faut que tu aies la capacité. Alors, si vous n'avez pas de mise de fonds dans le compte de banque puis que vous n'avez pas de crédit, je ne vous suggérerais pas d'aller faire la technique céder des promesses d'achat parce que le problème, c'est que si vous ne réussissez pas à céder la promesse d'achat, à trouver quelqu'un qui va le prendre, vous devez être capable de l'acheter. Puis si finalement vous ne l'achetez pas parce que vous n'êtes pas capable, ça peut mal virer. Là, ça peut mal virer. Ça peut virer en poursuite. Exact. Dans le fond, avec cette manière-là de vivre de l'immobilier, de flipper des promesses d'achat, on embarque vraiment dans le côté transactionnel. Ouais, c'est plus haute voltige. Là. C'est plus haute voltige. Donc, plus que le côté transactionnel, il y a automatiquement le côté légal qui rentre en ligne de compte. Donc, il faut vraiment bien structurer ça, comprendre ce qu'on est en train de faire et avoir cette habileté-là transactionnelle, de négociation, de comprendre aussi l'opportunité que vous êtes en train de... Le bird dogging, c'est le plus simple. Je pense que c'est la porte d'entrée. Devenir un salaire de promesse d'achat, c'est plus complexe parce que le côté juridique, il y a le côté également d'ingénierie financière où tu dois être capable finalement de accepter une promesse d'achat avec des termes super intéressants, mais tu dois faire tout le travail de diligence raisonnable,
si tu vas être capable de céder une promesse d'achat multilogement. Parce que c'est pas pareil que de céder une promesse de flip de maison. Céder une promesse multilogement, les délais sont courts. Donc, quand tu cèdes à la personne qui va finalement acheter la propriété, si tu n'as pas déjà le préfinancement de fait, calculer la valeur économique, calculer le potentiel également de l'immeuble, tu n'as pas une évaluation agréée de fait déjà, tu n'as pas un rapport d'inspection de fait ou une pré-inspection. Il faut que tu débroussailles le plus possible pour être capable de prendre ça, puis de prendre le dossier, puis de dire, OK, bon, mais regarde, toi, ça te tente-tu d'acheter ça? Voici tout le dossier au complet. Il est déjà monté. C'est clé en main. C'est clé en main. Le produit est déjà fait. Là. Ça demande un niveau d'expertise beaucoup plus grand que d'être un simple bird dog. Non, exactement. Donc, c'est d'avoir le knowledge pour pouvoir transiger, d'avoir le knowledge aussi de comprendre c'est quoi le potentiel qu'il y a avec cet immeuble-là. Parce que quand tu vas présenter ton produit aux investisseurs qui, eux, vont racheter cette promesse d'achat-là, il faut que déjà tout le travail ait été fait, une grosse partie. Dans les partenariats, les co-investissements, parce que là, on parle de ça, puis on a un cours là-dessus à MREX, le JV 1001, là, qui fait partie du certificat en entrepreneuriat immobilier pour les gens qui veulent justement se lancer en affaires à travers l'immobilier, qui veulent vivre rapidement de l'immobilier. Les forces les plus importantes à avoir, c'est la capacité humaine de développer des relations. Parce que si tu veux être un bird dog, si tu veux être quelqu'un qui cède des promesses d'achat, on s'entend, ça te prend des relations très, très, très bonnes. Ça te prend un grand réseau de contacts. Parce que le bird dog, lui, il a besoin, bien, dans les deux cas, le bird dog puis le salaire de promesses d'achat, doit avoir un grand réseau d'acheteurs, de gens qui veulent acheter des immeubles, doit avoir également un grand réseau de courtiers ou de vendeurs. Parce que finalement, tu deviens un peu comme un marketplace. Toi, tu deviens une table tournante. Tu deviens comme l'épicerie finalement, ou tu deviens plus comme un dépanneur. Tu es le dépanneur du multilogement. Exact. Puis les relations interpersonnelles, c'est dans tout. Ouais. Dans toutes les manières de vivre de l'immobilier qu'on vous parle en ce moment, qu'on va vous présenter, qu'on a présenté actuellement, le côté interpersonnel est toujours au cœur de tout ça. C'est quoi les affaires que les gens pourraient faire pour justement développer ces relations-là? Parce que là, oui, ils n'ont pas besoin d'avoir une immense mise de fonds, mais il y a quand même un investissement d'argent et de temps pour développer ces partenariats-là, autant du côté d'avoir des acheteurs que du côté d'avoir des vendeurs ou des courtiers. C'est quoi les choses que tu proposes que les gens qui écoutent en ce moment peuvent faire? Bien, avant de vouloir développer des relations avec... ça va avoir l'air vraiment simpliste ce que je vais dire, là. Mais avant de vouloir commencer à développer des relations d'affaires, des relations interpersonnelles avec des gens, ça commence à le développer avec soi-même. Donc, si vous investissez en ce moment pas de temps dans votre vie, à consacrer du temps tous les jours pour vous, à développer votre mindset, à développer votre bien-être personnel, allez pas vous partir dans des soirées réseautage, allez créer un immense réseau d'investisseurs. Vous ne serez pas capable de gérer. Là. Non, c'est clair. C'est parce qu'à un moment donné... Vous ne serez pas crédible non plus. Ben, vous ne serez pas crédible. Puis c'est parce que ce qui est dur dans ce type de manière-là de vivre de l'immobilier, c'est que vous devez gérer aussi toute l'appréhension des gens autour de vous. Ouais. Et ces gens-là vont projeter clair. sur vous toutes leurs craintes. Quand vous allez leur présenter le produit, vous allez leur présenter la transaction, vous devez vivre avec toute leur émotion. Donc, c'est une gestion émotive qui est très exigeante. Donc, vous devez être prêt en tant qu'individu. Parce que si tu n'es pas assez centré, enraciné dans l'équité, si tu n'as pas une estime de soi qui est bien développée, puis l'estime de soi, ça vient avec les compétences. Si vous n'avez pas pris le temps d'investir minimalement dans votre propre éducation puis dans le développement de vos compétences, puis ça, je parle des compétences de savoir-faire par rapport à l'immobilier, tu sais, de comprendre la recherche, la prospection, l'ingénierie financière, comprendre les bases légales et juridiques, mais également, si vous n'avez pas développé votre savoir-être, comment bien réseauter avec les gens, comment bien rentrer en relation avec eux autres, comment comprendre les motivations, les peurs, les désirs, ça ne marchera pas. Là. Vous allez faire des centaines d'activités de réseautage, puis vous ne développerez pas de relation qui va être durable, qui va être utile pour vous aider à vous lancer en affaires, finalement. Là. Exact. Donc, de vivre de l'immobilier grâce au partenariat, ça exige de mettre beaucoup de temps et d'efforts sur soi-même. Ça, c'est un élément qui est tellement qui est de base, mais qui est la majorité du temps oublié. On pense pas que ça rapporte l'immobilier. Tu sais, les gens, je suis sûr qu'il y a des vieux de la vie en ce moment ou des gens qui baignent dans le marché depuis un petit bout de temps puis ils disent « Ouais, non, c'est pas quoi, pas besoin de ça, c'est quoi ces affaires-là? Trouve-moi un deal. » Mais là, on parle à ceux qui veulent vivre rapidement l'immobilier, qui n'ont pas les sous pour le faire. Puis
ultimement, vous vous lancez en affaires. Il faut comprendre que l'immobilier, là, surtout le multilogement, c'est de la business. Vous êtes des entrepreneurs. On a le terme les immopreneurs. Mais vous êtes des immopreneurs. Puis c'est la même chose comme si tu ouvrais ton restaurant ou que tu te partais en affaires comme courtier immobilier ou comme conseiller financier ou que tu ouvres un magasin de jouets. Peu importe, vous êtes en affaires. Puis tout entrepreneur, puis allez regarder les livres sur l'entrepreneuriat, écouter les vidéos des entrepreneurs, les Gary Vaynerchuk de ce monde. Lui, il en parle constamment. En fait, il parle juste de ça, de se connaître soi puis de se développer soi-même avant de pouvoir réussir en affaires. C'est la même chose pour les gens en immobilier. Là. C'est pas différent. Non, tout à fait. Ça débute par là, puis même que le prochain sujet, la prochaine manière, en fait, de vivre de l'immobilier, qui est la syndication, et probablement, tu peux pas arriver là si tu n'as pas toutes les compétences qu'on vient de parler. Exact. Ça, c'est l'étape 4. Si on dit que, tu sais, je pense qu'il y a 4 étapes ou 4 étages pour vivre rapidement l'immobilier, le bird dogging, c'est le premier, c'est le plus facile à rentrer, c'est la porte d'entrée. Le deuxième, c'est céder des promesses d'achat. Le quatrième, c'est la syndication. Avant la syndication, moi, ce que je pense que les gens devraient faire, c'est de créer des co-investissements. En anglais, on appelle ça des joint ventures. Donc, créer des co-investissements. C'est pour ça que le cours JV1001 s'appelle JV1001. JV pour Joint Ventures. Et donc là, c'est de dire, on crée des co-investissements, des partenariats avec vraiment à petite échelle, avec 1 ou 2 ou 3 personnes dans notre entourage proche, amis, famille, amis très proches. Et là, ça peut être de dire, bon, ben mon cousin, il a 200 000 de mise de fonds qui est sous forme, exemple, de marge de crédit sur sa maison. Ma mère, elle a de l'équité sur son condo. Mon meilleur chum, il a 30 000 en épargne. Fait que c'est de dire, on part avec ces gens-là, on se crée un partnership ensemble, puis là, on va acheter un bloc ensemble. Fait que peut-être qu'il y en a un qui apporte l'argent, peut-être qu'il y en a un qui apporte le crédit, peut-être qu'il y en a un qui va trouver le deal, qui va gérer l'acquisition. Parce que faire de l'acquisition, il y a du travail derrière ça. Gérer, tu sais, du moment où tu as trouvé quelque chose, déjà, ça, la recherche et prospection, c'est de la job. Ouais. Faire accepter une promesse d'achat, c'est de la job. Ça, tout financer. ça, là, c'est même pas un quart du vrai travail pour arriver chez le notaire. Tu sais, les gens qui n'ont jamais fait de transactions, je veux dire, t'en as fait plusieurs, j'en ai fait des centaines. Arriver chez le notaire, c'est tout qu'une job. Donc, ça, il y a une rémunération en temps ou en argent qui se mérite là. Puis après ça, bien, l'administration de la société immobilière, même si tu détiens juste un 6 portes, tant qu'à moi, tu as une société immobilière, tu as une business, bien, l'administration de tout ça, c'est toi le directeur général de cette business-là. Fait qu'il y a des partenariats à développer, puis des choses à structurer là-dedans. Tu n'es pas obligé nécessairement, toi, d'avoir le cash. Ça peut être un mélange de plusieurs choses, et ça peut être la meilleure manière de partir en investissement immobilier si tu es rendu là. De faire des joint ventures, justement, en co-investissement. Pas des joints. Non, des joint ventures. Pas des joints ventures. Là. Je sais que le cannabis, c'est le sujet de l'heure, puis on arrive, on est allé à Denver il y a quelques temps. Là. Non, on parle pas de joint ventures, soit Joint clair. venture. Alors, C'est on parle de co-partenariat. Ouais, co-investissement. Co-investissement, co-partenariat, donc de faire une entreprise avec d'autres personnes. Donc, tu l'as mentionné, chacun a un apport dans la transaction. Ouais. Et c'est important de bien s'entourer, d'aller chercher les bonnes personnes. Et surtout, si on veut vivre rapidement de l'immobilier, on va créer des joint ventures avec des gens qui ont des compétences très complémentaires. Et des capacités. Et des capacités financières. Oui, exactement. Capacité Donc, de crédit. oui, il nous faut... moi, ce que j'aime bien dans une équipe, c'est d'avoir un homme à tout faire, quelqu'un qui connaît très, très bien les rénovations. Ouais. Donc, c'est vraiment une personne très, très clé. D'avoir ensuite ça, une personne au niveau du financement. Donc, elle s'occupe d'établir toutes les stratégies, les plans de redressement, puis de calculer c'est quoi notre valeur future après l'optimisation, c'est quoi les analyses de marché, qu'est-ce qu'on peut faire avec le produit. Ensuite, il nous faut une personne qui s'occupe de la location, quelqu'un qui va s'occuper de la mise en marché, de faire louer, de faire signer les baux. Et il nous faut quelqu'un qui s'occupe de la gestion du changement. Donc, je crois que dans ces 4 rôles-là, le joint venture, le co-investissement, co-partenariat devient super intéressant. Puis ça permet de faire aussi en sorte que sinon là-dedans, justement, qu'il y a plus de liquidité. Ouais. L'autre, il n'y en a pas. Mais regarde, moi, je peux faire telle ou telle tâche. Mais ça permet de répartir le poids. Ouais. Puis d'avancer beaucoup plus rapidement ensemble. Parce que ça se peut que, tu sais, en ce moment, vous voulez vivre de l'immobilier puis vous avez juste un 50 000 ou un 100 000, c'est pas assez. Mais si dans votre entourage, vous êtes capable de trouver un autre 200, 300, 400, 500, peut-être même 1 million, bien là, vous l'avez l'argent autour de vous
pour faire les acquisitions nécessaires pour pouvoir vous-même vivre de l'immobilier. Puis il y a des bonnes chances que les gens autour de vous qui ont ces liquidités-là, peut-être que les autres, là, ils n'ont pas besoin de vivre de l'immobilier demain matin. Là. Moi, j'ai du monde dans mon entourage qui ont cet argent-là, puis les autres, ils n'ont pas l'ambition de lâcher leur job. Là. Ils aiment bien leur job, ils aiment beaucoup leur vie, mais ils veulent s'enrichir à long terme. Et donc, il y a une opportunité là pour les gens de dire, OK, bon, mais moi, par exemple, je veux vivre de l'immobilier rapidement. Et donc, si je suis capable d'offrir et de répondre aux besoins des gens de mon entourage qu'eux veulent s'enrichir à long terme, bien, moi, ça me permet de vivre à court terme l'immobilier. C'est un win-win. Là. Il n'y a personne qui profite d'un autre. Là. C'est un win-win pour tout le monde. Puis il faut être dans cet état d'esprit-là. On revient à l'état d'esprit de tantôt. Il faut être dans cet état d'esprit-là parce que souvent, les gens vont être comme, ouais, mais là, c'est un profiteur ou je ne veux pas profiter des gens. On ne parle pas de profiter des gens. On parle de monter des partenariats. Non, c'est de projeter ses peurs sur les autres. Là. C'est tellement un réflexe qui est constant quand on parle de partenariat, là, tout le temps. Fait que là, les gens qui écoutent en ce moment, ils ont 3 options, je pense. Chaque option a un niveau de difficulté plus élevé. Puis là, on va arriver au dernier, qui est le plus complexe. Yes. Juste faire un disclaimer, on n'est pas des avocats. On est encore moins des avocats en droit des valeurs mobilières. Et donc, si vous décidez d'aller vers cette option-là, ce qu'on appelle la syndication, c'est important de consulter puis d'avoir un avis juridique, d'avoir un avocat de votre côté pour être sûr que vous n'enfreignez pas les lois sur les valeurs mobilières, parce que c'est des lois à prendre très, très sérieusement, puis il faut les respecter. Donc, de faire une syndication, c'est d'amener le côté joint ventures encore plus loin. Donc, c'est de dire, moi, professionnellement, ce que je fais, c'est que je monte des partenariats. Là, il y a toute une légalité derrière ça, mais le potentiel, si vous êtes capable de naviguer les eaux de manière droite et correcte et d'être conforme à la légalité, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à faire rapidement, puis de gagner votre vie rapidement. Vous pouvez devenir, j'utilise le terme, là, un gestionnaire de portefeuille, là, même si je sais que c'est pas nécessairement le bon terme à utiliser, mais vous pouvez devenir un PDG de société immobilière. Je pense que c'est un meilleur terme. Très rapidement, puis dire que vous montez vous-même le prochain logisco. Oui, tout à fait. Et là, vraiment, à ce niveau-là, il faut vraiment avoir un niveau de knowledge qui est très, très important. Parce que là, autant au niveau juridique. Vous êtes le capitaine du bateau, carrément. Là, vous êtes au bat. Là. Vous êtes vraiment au bat. Donc, ça nécessite vraiment on repart de trouver le deal, donc de le prospecter. Comme les 3 autres étapes. Après ça, d'aller structurer le financement en fonction de la stratégie de ce deal-là. De structurer le côté légal. Structurer le côté légal, le côté fiscal. De comprendre tous ces aspects-là, de coordonner tous les intervenants. Ensuite de ça, c'est de trouver les partenaires qui, eux, ont ce besoin-là dans ce type de transaction-là. Ensuite de ça, lorsque les opérations sont mises en place, c'est de coordonner ces gens-là, de coordonner le portefeuille. Donc, c'est vraiment une gestion politique, opérationnelle et financière. C'est vraiment à tous les niveaux, là, vraiment. Puis là, c'est de décider dans quelle voie que vous allez. Puis on invitera d'ailleurs un avocat en valeur mobilière dans un des prochains épisodes aussi. Ça va être une excellente idée pour parler plus du côté spécifique par rapport à ça. Mais tu sais, on peut monter des sociétés d'immobilier privé. On peut monter aussi des entreprises qui vont être dans ce qu'on appelle le marché dispensé. Donc, que selon l'AMF, il y a une dispense de prospectus, donc une exemption d'être obligé de produire un prospectus. Mais là, ça amène à toutes sortes de complexités où tu dois faire affaire, par exemple, avec des investisseurs dits accrédités et tout ça. On ne rentrera pas dans le détail de ça, c'est pas ça le but aujourd'hui. Mais après ça aussi, le summum de ça, c'est de bâtir ce qu'on appelle un REIT ou un fonds de placement immobilier, là, comme un Cominor de ce monde, un Boardwalk, un Cap REIT. Puis, tu sais, j'en parle, je sais que ça a l'air immense, ça a l'air gros là, d'être inscrit à la bourse, puis de faire un appel public à l'épargne. C'est beaucoup de travail, c'est de monter une immense business. Mais je suis convaincu qu'il y a des Michel Dallaire en ce moment, des futurs Michel Dallaire qui sont peut-être en train de nous écouter. Puis je pense que c'est bien d'avoir de l'ambition. Puis tant mieux s'il y a une personne qui écoute Retour sur l'investissement aujourd'hui, puis qui va devenir dans 20 ans le Michel Dallaire, puis qui va avoir bâti, mettons, le Cominor du multilogement. Ça serait vraiment cool. Là. C'est une manière de... Quelqu'un qui est vraiment allumé, qui prend le temps de faire ça, pourrait se monter toute qu'une business. Je dirais peut-être moins rapidement que les 3 autres options, mais le potentiel est beaucoup plus grand. Ah, clairement, la syndication, c'est très puissant, mais
Nick, est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce que tu es rémunéré quand tu fais de la syndication en général? En Comment fait, ça il y fonctionne? a généralement 3 méthodes de rémunération. Puis c'est là que ça devient intéressant de faire de la syndication ou faire des co-investissements à plus haute échelle. Généralement, tu es rémunéré sur l'acquisition, le travail autour de l'acquisition. Donc, pas l'acquisition en tant que telle, pas le courtage. Tu sais, même, puis c'est sûr que tu dois faire affaire avec un courtier immobilier, ça, c'est clair. Je Rendu pense là, que si tu fais pas affaire avec une courtier immobilier, ah fais non, pas de la écoute, syndication. t'as pas de crédibilité, T'as pas honnêtement. compris. Tant qu'à moi, là, moi, je trouve que t'as pas de crédibilité si t'as pas des courtiers immobiliers, si t'as pas des avocats, si t'as pas des fiscalistes dans le dossier. C'est sûr que t'as zéro crédibilité puis tu t'en vas vers les roches. Mais, donc, au niveau de tout le travail d'acquisition, c'est-à-dire d'avoir le système de prospection, le système de recherche, de gérer l'acquisition, de gérer le due diligence, généralement, les syndicateurs vont être payés un frais qui va être dépendant souvent une de deux choses. Soit le montant de la transaction, fait que ça pourrait être, exemple, ton salaire est basé sur une performance. Donc, si tu as réussi à acquérir un immeuble de 10 millions, ben, tu vas avoir 1 à 3 de salaire basé sur ce 10 millions-là. Donc, ce salaire-là, généralement, va être payé sur un an ou jusqu'à 5 ans. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ce n'est pas une prime de courtage immobilier, c'est Non. pas une commission, là, pas du tout. Là. C'est vraiment un salaire. Et ensuite, il y a un salaire attitré pour l'administration de la société immobilière. Donc, pour être le DG, finalement. Ça va généralement ressembler à également 1 de la valeur de l'immeuble ou, si on veut, là, en termes de revenus, de location, ça va être probablement aux alentours d'un 5 à 10 dépendamment de la rentabilité de cet immeuble-là. Donc, plus que vous réussissez à acheter un immeuble rentable, plus que vous allez pouvoir vous retirer un salaire respectable comme administrateur. Et finalement, puis là, on ne parle pas de gérer le bloc. Là. Tu peux être administrateur puis quand même avoir un gestionnaire en place. Là. Fait que tu te paierais, mettons, un 5 des revenus, puis tu paierais ton gestionnaire un 5 Toi, ta job comme administrateur, c'est de tenir les rencontres de conseil d'administration, c'est d'entretenir les relations, puis s'assurer que tout est fait avec le comptable, avec le fiscaliste. Faire avec une gestion active du portefeuille? Faire une gestion active du portefeuille, effectivement, on en a déjà parlé dans un des épisodes précédents, si vous ne l'avez pas écouté. Et puis, finalement, la troisième méthode de rémunération, c'est à la disposition de l'actif. Donc là, si ça fait partie de la stratégie de votre syndicat d'investisseurs immobiliers, de sortir du deal peut-être après 5 ans, ou après 10 ans, ou après 15 ans, il y a également une rémunération qui est structurée autour de ce travail-là, parce que c'est un travail de commencer à sortir un actif d'un syndicat. Oui, puis il faut comprendre, ce que les gens doivent voir aussi avec la syndication, c'est que la personne qui se syndique, évidemment, quand tu es rendu là, c'est que tu as un certain pouvoir politique ou financier. Oui, Donc, oui. tu en fais bénéficier à tous les gens. C'est clair. Et tu permets à des transactions de se réaliser. Ces transactions-là ne se seraient jamais réalisées. Rendu, quand tu es syndicateur, tu es au summum de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Tu as un réseau vraiment fort. Tu sais, vivre de la syndication, c'est moins rapide que les 3 autres sujets qu'on a parlé tantôt. Parce que ça demande beaucoup plus de compétences, de savoir-faire, de savoir-être, puis un énorme réseau, puis une crédibilité également. Mais c'est là qu'il y a le plus de potentiel de pas seulement vivre de l'immobilier, mais de vivre richement de l'immobilier, si on veut. Définitivement. Fait que je pense que ça fait le tour pour cette dernière émission-là. Mais, hein? En je fait, pense je dis la dernière. C'est non, pas du tout la dernière. Pas la dernière, pas en tout. Là. On en reste encore combien, Nick, à faire? Des centaines et des centaines pendant les prochaines années. Fait que, on va en reparler. Puis évidemment, ça va évoluer. On s'adapte beaucoup au marché. On est dedans, en fait. Absolument. On est dans la nuit. On rêve à l'immobilier. On rêve toujours à l'immobilier. Puis on espère que vous rêvez à l'immobilier. Puis également, s'il y a des sujets que les gens aimeraient entendre davantage, gênez-vous pas à commenter ces vidéos sur YouTube, sur Facebook. Même que assurez-vous de vous abonner sur notre chaîne YouTube, la chaîne MREX. Également, assurez-vous de vous abonner à la page Facebook d'MREX. Pas seulement vous abonner, quand vous cliquez like sur la page, allez ensuite cliquer sur suivre, je pense, de manière prioritaire à cause maintenant Facebook n'a plus vraiment de reach organique pour les pages de compagnie. Et laissez-nous vos commentaires de qu'est-ce que vous voulez entendre également pour les prochains épisodes de la saison. Et là-dessus, on se revoit la semaine prochaine. Bien sûr. Salut, Nick. Merci beaucoup, Kevin. Salut. Bye.